Que font les évitants pour se prémunir contre la proximité que tu peux offrir, dressant des murs dès que tu t'approches trop? Contrairement à la plupart des gens, qui érigent des barrières uniquement après avoir été blessés, l'évitant les construit avant même que quoi que ce soit n'aille mal. Ce mécanisme protecteur s'active automatiquement dès que l'intimité se présente, non pas en réaction à ton comportement, mais simplement à la présence de la proximité. Cela crée une situation impossible pour toi. Tu ne peux pas gagner sa confiance en étant fiable, car ce n'est pas la fiabilité qu'il cherche à préserver. Tu ne peux pas prouver que tu es quelqu'un de sûr, car ta sécurité est justement ce qui déclenche ses défenses. Observe sa disponibilité, comment elle évolue selon ton degré de proximité émotionnelle. Lorsque tu te concentres sur ta propre vie, il est plus présent, répond plus rapidement, propose des sorties, semble sincèrement intéressé. Mais dès que tu montres un réel intérêt, que tu exprimes ton ouverture émotionnelle, il devient moins accessible. Rien de spectaculaire, mais chaque fois que la proximité augmente, il se retire un peu plus. Ce mécanisme de protection fonctionne sur une échelle modulable. Il ne te coupe pas totalement, il réajuste simplement la distance afin de préserver un espace confortable pour son système. Il met quelques heures de plus à répondre. Un jour de plus s'écoule entre deux rencontres, de petits changements qui, au final, te maintiennent exactement à la distance où il se sent capable de fonctionner sans être submergé par l'intimité. Tu commences à remarquer des schémas dans ses disponibilités et ses absences. Après une discussion profonde, il a besoin d'espace. Après une intimité physique, il devient émotionnellement moins accessible. Lorsque tu exprimes tes sentiments, il se montre plus occupé. Rien n'est laissé au hasard. La protection est calculée pour contrebalancer le rapprochement qui vient d'avoir lieu. La protection se manifeste aussi dans la manière dont il définit la relation. Il fuit les étiquettes, refuse de préciser ce que vous êtes l'un pour l'autre, cultive l'ambiguïté pour que l'engagement ne devienne jamais concret. Cette ambiguïté n'est pas de la confusion, c'est une barrière qui empêche la relation d'être assez réelle pour menacer son autonomie. Quand tu parles d'exclusivité, il mentionne qu'il ne veut pas se précipiter. Quand tu abordes l'avenir, il se focalise sur l'instant présent. Lorsque tu utilises le langage de la relation, il le corrige subtilement avec des mots plus informels. Chaque fois que tu veux solidifier le lien, il détourne vers une ambiguïté confortable. Le manque de définition est une protection qui lui permet de garder un pied près de la sortie. Regarde ce qui se passe lorsque tu veux discuter de votre relation ou formuler des inquiétudes. Il écoute, semble ouvert, va même parfois dans ton sens, mais rien ne change vraiment. C'est la discussion elle-même qui devient la protection, en te donnant suffisamment d'attention pour que tu te sentes entendu sans pour autant approfondir le lien. Il reconnaît tes sentiments, valide ton ressenti, peut même s'excuser pour des comportements qui t'ont blessé, mais il continue exactement comme avant. Le dialogue donne une illusion de progrès, mais sert principalement d'exutoire pour éviter la transformation. Tu t'es exprimé, ta frustration a baissé pour un temps et lui conserve sa distance sans modifier ses habitudes. Il protège aussi sa vulnérabilité et la tienne. Lorsque tu partages quelque chose d'important pour toi, il répond suffisamment pour paraître impliqué, sans atteindre ton niveau d'ouverture. Tu révèles tes peurs professionnelles, il évoque du stress au travail. Tu parles de blessures familiales, il raconte une simple irritation concernant ses parents. Sur le moment, tu ressens une connexion, mais avec du recul, tu te rends compte qu'il ne t'a pas vraiment laissé entrer. Il te donne une proximité de surface sans accès à son monde intérieur. On a l'impression d'une vulnérabilité partagée, alors qu'en vérité, tu l'as vécu seul. Et lorsque lui-même partage réellement, la protection se réactive immédiatement après. Pendant un moment calme, il t'ouvre une partie de son histoire ou de ses peurs. Tu es touché et tu réagis avec douceur, mais la fois suivante, il a totalement changé, distant, superficiel, agissant comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il peut même tourner en dérision ce qu'il a confié, minimisant l'importance du sujet. La vulnérabilité a généré trop d'exposition, alors il recrée la distance. La proximité était authentique sur l'instant. La protection qui s'ensuit l'est tout autant, elle rétablit sa sécurité, après avoir trop partagé. L'intimité physique fonctionne selon ce modèle protecteur. Dans ces moments, il est pleinement là, affectueux,
profondément connectés. Puis la distance revient, pas toujours immédiatement. Parfois il faut quelques heures ou un jour. Mais le schéma se répète. L'intimité du corps ne débouche pas sur une réelle disponibilité émotionnelle. Elle réside dans son propre espace protégé qui ne fait rien évoluer à son besoin global de distance. Tu vis des montagnes russes entre la passion et la froideur, cherchant à réconcilier deux facettes bien réelles du même individu. L'intimité est authentique. La distance qui suit l'est aussi. Elle est sa manière de se protéger après s'être laissé aller à la vulnérabilité. Regarde comment il organise sa vie pour restreindre ton accès. Toujours occupé, toujours sollicité par le travail, la famille, ses amis, ses loisirs. La charge semble légitime car elle l'est vraiment. Mais observe comment ses engagements s'étendent pour occuper tout l'espace qui aurait pu te rapprocher de lui. Lorsque tu as un week-end libre, il a soudain des projets. Tu proposes un voyage, il est débordé. Tu veux passer plus de temps, sa vie devient ultra remplie. Il ne s'agit pas de mentir sur son agenda, mais d'organiser sa vie de façon à ce que l'intimité reste contenue dans ses limites. Sa protection s'exprime aussi par une indisponibilité émotionnelle difficile à cerner. Il est là physiquement, mais absent d'une manière que tu n'arrives pas à décrire, présent sans implication réelle, disponible mais inaccessible. Vous êtes ensemble, et pourtant tu te sens seul. Il parcourt son téléphone, pense à son travail, et distrait par un flot invisible de préoccupations. Quand tu en parles, il semble perplexe, il est là. Que veux-tu de plus? La présence physique se substitue à la présence émotionnelle, paraissant relier tout en maintenant sa distance. Tu te sens coupable d'en vouloir davantage, ne voyant pas qu'être là et être vraiment présent, ce n'est pas pareil. La protection apparaît aussi dans sa façon de répondre à tes besoins. Lorsque tu exprimes quelque chose d'indispensable dans votre couple, il présente cela comme de la pression. Vouloir une communication régulière, c'est être exigeant. Demander une réelle disponibilité émotionnelle, c'est être en demande. Attendre qu'il tienne ses promesses, c'est être contrôlant. Tes besoins réels deviennent des défauts, ce qui lui permet d'éviter de se confronter à son incapacité à y répondre. La réinterprétation de tes exigences est une stratégie de protection. Elle détourne l'attention de ses limites vers tes supposées attentes excessives. Observe comment il utilise l'indépendance comme une forteresse. Il insiste sur l'importance de l'autonomie, le besoin d'espace, le refus de se perdre dans une relation. Tout ceci paraît sain en apparence. L'indépendance est cruciale, l'espace est nécessaire. Mais ces notions sont détournées pour justifier une distance qui va bien au-delà de la simple autonomie. Toute demande d'approfondissement de la connexion est vue comme une menace à son indépendance. Toute attente d'engagement est considérée comme une tentative de contrôle. L'indépendance n'est plus une valeur, mais une défense qui lui évite d'être présent dans la relation. Son discours semble raisonnable, ce qui le rend difficile à remettre en question, même lorsqu'il sert à esquiver l'intimité. Il existe aussi une forme de protection fondée sur la mise en avant de son potentiel au détriment de la réalité. Il t'offre des éclats de vraie connexion, des moments où les barrières tombent, où l'intimité règne. Ces instants te maintiennent dans l'espoir, demeurant convaincu qu'il est capable de proximité. Tu attends que cette version de lui se pérennise, persuadé que les instants de rapprochement sont la norme, la distance juste provisoire. Mais ce sont les moments de proximité qui sont temporaires. La distance est constante. Sa protection fonctionne en t'offrant assez de connexion pour entretenir ton espoir sans qu'il s'accomplisse complètement. Tu attends qu'il devienne la personne qu'il montre parfois pouvoir être. La gestion du conflit devient aussi une protection. Il l'évite systématiquement, éteignant la discussion avant qu'elle ne tourne au vrai désaccord. Ou il s'engage juste assez pour paraître raisonnable, puis se retire sur le plan émotionnel, te laissant te battre tout seul. L'évitement du conflit n'est pas un souci d'harmonie. C'est la peur de la friction qui imposerait une intimité réelle. Travailler sur un conflit demande de l'investissement. Le fuir, c'est refuser de prouver qu'il tient à la relation. Il peut rester agréable tout en évitant le travail ardu de la proximité. Observe sa façon de parler de ses relations passées, soit il n'en parle jamais, soit il décrit chaque ex comme trop exigeant, trop émotif. Fou, toujours la même histoire, tout allait bien jusqu'à ce que l'autre en demande trop.
L'autre n'arrivait pas à accepter ses besoins d'indépendance. L'autre était trop peu sûr pour supporter ses limites. Ce que tu entends est un aperçu de la façon dont il finira par te qualifier. Dans cette version des faits, il se protège de tout examen de ses propres comportements. Si chaque relation échoue par la faute de l'autre, il n'a jamais à regarder son incapacité à entretenir l'intimité. Cette narration est protectrice. Il se protège également en gardant ses émotions à distance. Il analyse ses sentiments avec froideur, en parle intellectuellement sans jamais les partager avec toi en temps réel. Ses émotions, il les traite seul, en dehors de la relation. Tu ne le vois jamais traverser un vrai malaise devant toi, ni vivre une vraie vulnérabilité en ta présence. Ses sentiments sont réels, mais exclus de votre histoire, ce qui t'empêche d'accéder aux zones vraiment intimes. Cette protection te confine au rôle de compagnon, pas de partenaire. Tu es présent pour les bons moments, jamais pour les vrais temps forts. Observe comment il réagit lorsque tu mets de la distance. Quand tu prends du recul, te concentres sur toi, arrête de rechercher la connexion, il se rapproche. Non parce qu'il veut soudain plus d'intimité, mais parce que ton éloignement rend le lien moins menaçant. Il se montre plus disponible, plus attentionné, plus enclin à te joindre. Ton retrait abaisse son niveau d'alerte, lui permettant de venir vers toi. Mais dès que tu t'avances de nouveau, sa protection repart. Il se referme. Ce cycle peut se répéter indéfiniment. À chaque fois que tu crois qu'un regain d'intérêt traduit un changement, tu ne fais qu'assister à une variante de la protection. Quand l'intimité devient impossible, l'intérêt augmente. Dès qu'elle est possible, l'intérêt disparaît. Sa protection s'observe aussi dans la manière dont il parle de l'avenir. Il évoque ce qu'il veut faire un jour avec toi, les voyages à prévoir, les projets à élaborer. L'avenir semble prometteur, construit sur l'investissement et l'évolution, mais cet avenir n'arrive jamais. Les plans restent vagues, un jour n'est jamais une date, ses souhaits sont toujours en phase de planification. Parler du futur est une façon de se protéger du présent, donnant l'illusion qu'il avance sans qu'il ait à changer ou à s'engager vraiment. Il y a la protection de la mémoire sélective. Il oublie les conversations où tu exprimes tes besoins. Il ne se souvient pas d'avoir accepté de changer. Les discussions importantes s'effacent de sa mémoire. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais son système se protège en ne retenant pas ce qui exigerait qu'il se montre autrement. S'il a oublié que tu attends plus de constance, il n'a pas à culpabiliser. S'il ne se rappelle pas ses promesses de mieux communiquer, il ne peut pas être tenu responsable. L'oubli, ici. Observe la protection dans la comparaison. Il souligne qu'il est mieux que ton ex, plus disponible que les autres évitants, fait plus d'efforts que des gens qui ne font rien. L'objectif n'est plus de voir s'il répond vraiment à tes besoins, mais simplement de rester meilleur qu'un modèle pire. Il n'a donc pas à se demander si ses efforts suffisent vraiment pour une relation saine. Tant qu'il fait mieux que le seuil minimal qu'il a défini, il ne se remet pas en cause. Tes exigences sont alors vues comme irréalistes, car il fait plus que la norme qu'il a fixée. La façon dont il gère tes émotions est aussi révélatrice. Quand tu es contrarié par la relation, il devient mal à l'aise, pas empathique, juste en inconfort. Tes émotions créent une pression qu'il tente de soulager vite, en minimisant le problème ou en le transformant en ton affaire, plutôt que de rester avec toi dans la difficulté. Ton ressenti devient sa quête de stabilité, non une information sur ce que tu subis. Sa protection est de refuser que tes émotions l'atteignent au point de devoir changer. Il les prend comme un problème à régler, pas comme une donnée à intégrer. Observe la protection dans son usage de l'honnêteté. Il peut avouer être évitant, avoir des difficultés avec l'intimité, gérer mal les relations. Cette franchise ressemble à de la vulnérabilité et de la lucidité. Mais remarque comment cette confession fonctionne comme une armure. En t'admettant ses limites, il s'autorise à ne jamais être remis en cause. Quand il agit comme un évitant, tu ne peux rien lui reprocher car il te l'a annoncé. L'honnêteté devient une excuse pour ne pas changer, jamais une prise de conscience qui mènerait à des progrès. Il s'est protégé de l'effort d'être disponible en ayant dit que c'était difficile, te laissant à toi le soin de faire avec ses failles, même si elles rendent la relation impossible. Il y a aussi la protection te rendant spécial. Il te dit que tu es différent, qu'il n'a jamais ressenti cela auparavant, que tu es l'exception à ses comportements. Cette singularité te flatte,
te convainc que tu pourrais briser ces murs. Mais en fait, la singularité est une défense. Elle nourrit ton espoir, alors qu'il continue comme toujours. Tu n'es pas vraiment l'exception. Tu subis le même cycle que les partenaires d'avant. La protection ici, c'est de te faire croire que tu comptes plus que ce qu'il te montre dans la pratique. Tu tolères la distance plus longtemps en pensant compter davantage. Il protège son confort émotionnel en te laissant porter la charge du lien. C'est toi qui surveilles la relation, relèves les problèmes, cherches à améliorer. Lui est passif, attend que tu t'occupes de maintenir la connexion. Cette délégation le protège d'engager sa propre énergie dans la relation. Si tu cesses de tout gérer, tout s'arrête, ce qui lui confirme que le couple est trop difficile. Il ne se rend jamais compte que la lourdeur vient de son refus de participer à l'effort commun. Tu es épuisé de porter le couple seul, lui se protège de l'examen de sa participation. Regarde la protection dans son rapport au temps. Il est tout le temps en retard, toujours une tâche à finir avant de te voir, toujours besoin d'un peu plus de temps avant de s'engager dans vos projets. Le temps s'étire, créant des zones tampons pour maintenir l'intimité à bonne distance. Être en retard signifie moins de temps ensemble. Devoir finir un truc, c'est reculer un rapprochement. Avoir besoin de plus de temps pour s'engager te laisse dans l'attente perpétuelle. Sa gestion du temps est aussi une protection contre le fait d'être pleinement disponible ici et maintenant, là où l'intimité exigerait sa présence. Observe comment il compartimente sa vie pour se protéger. Tu occupes une place distincte, séparée de ses amis, sa famille, son travail. Les sphères ne se rejoignent jamais. Tu ne rencontres pas les gens importants pour lui. Tu n'es pas intégré dans sa vie réelle. Cette compartimentalisation le protège contre la vulnérabilité d'une intégration véritable. Tant que tu restes isolé, il te contrôle. Mais si tu accèdes à sa vraie vie, l'intimité deviendrait trop risquée. Tu restes dans un espace dédié, ce qui pour lui est rassurant, pour toi, isolant. La protection est aussi dans l'engagement provisoire. Il est avec toi, mais toujours prêt à partir. Rien d'acquis, tout est susceptible de changer si ça devient trop difficile. Cette absence de certitude protège l'évitant contre la peur de tout perdre. S'il ne s'investit jamais totalement, il n'aura jamais à affronter la douleur d'une vraie perte. Tu restes anxieux. La relation est-elle réelle? Va-t-elle durer? Sera-t-il toujours là la semaine prochaine? Cette anxiété est le prix de sa protection. Il conserve la liberté du départ à tout moment. Tu portes le fardeau de ne jamais te sentir en sécurité. Sa gestion de la gratitude est aussi une forme de protection. Il ne reconnaît pas tes efforts, ta patience, ta flexibilité. Ce n'est pas qu'il ne les remarque pas. Admettre ce que tu fais le contraindrait à réciprocité ou à la culpabilité. Se taire le protège des deux. Ce que tu donnes devient invisible. Il n'a pas à répondre. Tu continues à donner à quelqu'un qui ne voit pas le déséquilibre. Lui ne subit pas la gêne du constat. Tous ces mécanismes ont un point commun. Maintenir la distance tout en paraissant raisonnables, sains ou légitimes. L'évitant ne construit pas des murs qui ressemblent à des murs, mais des barrières qui ressemblent à des préférences, des limites, de l'autonomie, du soin de soi, de l'honnêteté, un agenda chargé, des besoins légitimes. La protection est subtile, masquée derrière un comportement ordinaire, ce qui la rend difficile à contester. Quand tu protestes contre la distance, c'est comme si tu remettais en cause des éléments qui pris séparément sont louables. La protection fonctionne parce qu'elle se cache derrière des attitudes et des mots parfaitement acceptables. Ce qui rend cette protection si performante, c'est qu'elle est essentiellement inconsciente. L'évitant ne calcule pas comment t'éloigner, c'est son système qui agit pour lui. Il vit la protection comme de simples préférences, des besoins normaux, et non comme de la défense. Il croit sincèrement être juste trop occupé, trop indépendant, simplement honnête sur ses limites. Le manque de conscience ne rend pas la protection moins efficace, mais plus difficile à résoudre. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'arrêter un comportement qu'il ignore avoir. Tu ne peux pas négocier avec des défenses inconscientes. La protection imprègne sa façon d'être en relation, impossible à distinguer de sa personnalité. Comprendre ce que fait chaque évitant pour se protéger ne rend pas l'expérience moins douloureuse. Tu peux voir chaque schéma, décoder les défenses, comprendre le fonctionnement. L'évitant continuera d'agir ainsi. Les barrières resteront, la distance sera toujours là.
Le savoir ne te donne pas accès. Comprendre la protection ne te permet pas de la contourner. Ce que l'analyse apporte, c'est de t'aider à voir que cette distance n'est pas de ta faute. Tu ne manques pas de sécurité, d'intérêt ou de patience. Tu es simplement face à quelqu'un dont tout le système protège de la proximité que tu veux créer. Il ne s'agit pas de percer ses défenses ou de naviguer parfaitement dans son fonctionnement. Il s'agit de savoir si tu peux accepter une relation où la protection contre l'intimité est une caractéristique permanente. Certains peuvent vivre ainsi en ajustant leurs attentes, gardant leur autonomie, n'attendant pas de soutien émotionnel, acceptant les limites sans rancune. D'autres comprennent que cela ne leur suffit pas, qu'ils ont besoin de plus d'accès, de régularité, de disponibilité émotionnelle que quelqu'un sous protection constante ne peut donner. Aucun choix n'est mauvais, mais tous demandent de la clarté sur ce que tu supportes vraiment et ce dont tu as besoin. La protection continuera, les murs resteront, la distance durera. Ce n'est pas un combat à gagner ni une énigme à résoudre, c'est juste un précieux indice sur sa manière de gérer l'intimité. Ce que tu fais de cette information décide si tu restes prisonnier de la frustration ou si tu trouves la paix en acceptant la situation. L'évitant ne changera pas son fonctionnement simplement parce que tu l'as compris. Cette protection, c'est sa façon de survivre à la proximité sans se sentir submergé. Ta compréhension modifie ton regard, elle ne modifie pas ses schémas. Merci de m'avoir lu. Si tu as reconnu ces mécanismes et que tu te demandes encore si la relation peut fonctionner, partage ton avis en commentaire. Et si ce texte t'a permis d'identifier des schémas présents dans ta vie, mets un j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur la dynamique de l'attachement évitant dans les relations.